Elle subissait des tortures régulières et devait passer des heures enfermée dans des positions inconfortables. J'ai une bonne histoire qui date de 2014, quand je commençais tout juste à faire du stop. Elle implique des fantômes. En bref, j'ai été pris par un couple sympathique avec un camion et un furet, et nous sommes allés à leur ferme pour manger des hot-dogs autour d'un feu de joie. Ils m'ont laissé camper dans leur ferme cette nuit-là. Après s'être couchés, ils m'ont donné une Bible et m'ont dit de lire certains versets si les coyotes venaient. Les coyotes sont effectivement venus cette nuit-là et j'étais figé de peur à l'intérieur de ma tente. Alors que je m'endormais, j'ai senti un fantôme. J'ai senti son esprit et j'ai entendu son souffle. J'ai eu peur, mais j'ai fini par m'endormir. Le lendemain, le couple m'a conduit à l'église et m'a emmené plus loin sur la route. Ils m'ont dit qu'il y avait des antécédents de décès de personnes sur leur terre. En fait, les gens étaient pendus à l'arbre solitaire au milieu de leur terre. Ils m'ont dit qu'ils avaient déjà eu des expériences paranormales chez eux. Je voulais partager une histoire qui m'a vraiment marqué à l'époque, celle d'Urban Öglin et Heidi Pakonen, deux touristes suédois en Nouvelle-Zélande. C'est une histoire tragique et effrayante qui montre à quel point les choses peuvent mal tourner, même dans les endroits les plus paradisiaques. En 1989, Urban, 23 ans, et Heidi, 21 ans, étaient un jeune couple amoureux qui décidèrent de partir à l'aventure en Nouvelle-Zélande. Ils avaient prévu de faire de la randonnée dans le Coromandel, une région connue pour ses paysages à couper le souffle. Ils ne se doutaient pas qu'ils allaient devenir les victimes d'un des meurtres les plus notoires du pays. Tout a commencé quand le couple disparut sans laisser de traces. Les autorités commencèrent une recherche intensive, mais sans succès. Leur disparition devint un mystère national, laissant leur famille et les habitants locaux dans l'angoisse. Des mois plus tard, un homme nommé David Tamier fut arrêté et accusé de leur meurtre. Il avait un passé criminel et était en cavale pour une autre infraction lorsqu'il fut appréhendé. Tamier clamait son innocence, mais les preuves circonstancielles s'accumulaient contre lui. Des témoins affirmèrent l'avoir vu avec des objets appartenant au couple disparu, et un témoignage clé fut fourni par un prisonnier qui prétendait que Tamier lui avait confessé le crime. En 1990, Tamier fut jugé et condamné pour les meurtres d'Urban et Heidi, même si les corps n'avaient toujours pas été retrouvés. L'affaire semblait close, mais en 1991, le squelette d'Urban fut découvert dans une zone boisée. Des blessures mortelles à la tête et au corps confirmaient qu'il avait été assassiné. Cependant, le corps de Heidi n'a jamais été retrouvé. L'affaire fit un retour sous les projecteurs en 2017, lorsque l'un des témoins principaux avoua avoir menti sous serment, ce qui relança le débat sur l'innocence de Tamier. Malgré cela, Tamier reste en prison, et le mystère autour de la disparition de Heidi persiste. Ce qui est vraiment effrayant dans cette histoire, c'est l'incertitude et le désespoir des familles d'Urban et Heidi. Le fait que le corps de Heidi n'ait jamais été retrouvé laisse tant de questions sans réponse. J'ai pris un gars en allant en ville depuis un quartier difficile parce qu'il faisait froid et qu'il y avait une sacrée marche à faire. Le gars était beaucoup plus grand que moi et avait l'air un peu bizarre. La conversation a bien commencé, mais à un moment donné, il a commencé à parler de couteaux et à dire à quel point il les aimait, et j'ai eu le sentiment que quelque chose n'allait pas. Je l'ai observé du coin de l'œil pendant les 30 minutes qu'a duré le trajet jusqu'à la ville. Heureusement, il n'y a pas eu d'ennui, mais depuis, j'hésite à prendre des gens. Bien sûr, ce n'est pas une véritable histoire d'horreur, mais il y a un vrai moment de peur lorsque vous vous rendez compte que vous êtes coincé dans un petit espace avec un étranger dont votre instinct vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, c'est lorsque j'ai pris un couple d'adolescents en autostop. C'était à Memphis, dans le Tennessee, dans les années 1960. Un copain et moi rentrions chez nous vers minuit lorsque nous avons vu ces deux jeunes faire du stop et nous les avons pris. Nous avons eu les brèves conversations habituelles et j'avais roulé environ 1 kilomètre avec eux sur le siège arrière lorsque j'ai entendu le bruit familier d'un couteau à cran d'arrêt qui s'ouvre et j'ai senti la lame se presser contre le côté droit de mon cou. Passez votre argent à mon ami ici présent. Mon ami à côté de moi a fouillé dans sa poche et en a sorti un revolver bon marché de calibre 22 qu'il a pointé nonchalamment sur son épaule en disant « Oui,
c'est bien un hold-up, mais c'est vous qui vous faites braquer. Maintenant, laissez tomber le couteau sur le siège. Passez ce que vous avez d'autre par-dessus. » Mon cœur battait la chamade. Ils se sont défilés en disant « On plaisantait, on n'a rien. » Pourquoi pensez-vous qu'on essayait de vous voler ? Mon pote n'était pas satisfait. Conduit au poste de police, m'a-t-il dit. Et vous, les gars, commencez à vous déshabiller jusqu'à vos sous-vêtements et poussez vos vêtements sur le siège, tout de suite. Nous les avons déposés devant le siège de la police de Memphis en slip et nous avons bien ri. Sur le chemin du retour, nous avons fait don de leurs vêtements à une association caritative. C'était l'une de ces nuits où je n'arrivais pas à me débarrasser d'un sentiment étrange, le genre d'obscurité qui vous étouffe et où les seules lumières sont celles des lampadaires qui clignotent au loin. C'était en pleine nuit et je conduisais seul sur une autoroute déserte, la seule source de lumière étant mes phares qui éclairaient le chemin. Je venais de quitter la fête d'un ami et je rentrais chez moi, mais mon cœur battait la chamade car je savais que tout pouvait arriver sur une route comme celle-ci. Après avoir parcouru quelques kilomètres seul, j'ai vu une étrange autostoppeuse qui se tenait sur le bord de la route, semblant se serrer contre le froid. Je pouvais voir qu'elle portait un lourd manteau qui semblait trop grand pour elle, et qu'elle avait une écharpe enroulée autour de son cou. Elle avait l'air d'être en difficulté et je me suis arrêté pour lui proposer de l'emmener. « Merci » a-t-elle dit d'une voix tremblante, en montant prudemment dans la voiture. Elle n'avait pas l'air d'être à l'aise dans la voiture avec moi non plus, mais j'ai quand même commencé à conduire et j'ai repris ma route. « Où vas-tu » demandai-je, essayant de rompre le silence. « N'importe où, c'est bien. »« Juste loin d'ici » a-t-elle répondu d'un ton sec, sa voix trahissant juste un peu de ce qui ressemblait à de la peur. Nous avons roulé en silence pendant ce qui m'a semblé être une éternité, moi désespérant de briser la glace et elle tout aussi déterminée à ne pas entamer de conversation. Chaque coup d'œil occasionnel que je lui jetais me donnait des frissons. Son visage était solennel et rigide, dépourvu de toute expression permettant de comprendre ce qu'elle pensait. J'avais presque l'impression qu'elle espérait passer complètement inaperçue dans un monde étranger. Soudain, elle poussa un énorme soupir. Effrayé comme je l'étais, mon attention fut secouée par le bruit soudain, et elle aussi. Surprise et étonnée à la fois, elle m'a regardé et m'a souri. « Merci, j'ai vraiment cru qu'on allait mourir ce soir. » Ces mots n'étaient pas réconfortants, quelle que soit la situation, et si tout ce qu'elle avait dit et fait ne m'avait pas déjà fait douter de ce qu'elle était, ce commentaire sur sa mort a vraiment dépassé les bornes et m'a mis en état d'alerte. Je sais que je devais la faire sortir de ma voiture aussi vite que possible. Je me suis arrêté au prochain arrêt disponible et, sans crier gare, je me suis tourné vers elle et lui ai dit « Sors ». Elle n'a pas discuté, a rapidement rassemblé ses affaires et a disparu dans la nuit noire. Je l'ai regardée disparaître au loin avant de repartir, le cœur battant la chamade. C'était la fin de l'histoire, ou du moins c'est ce que je pensais. Le lendemain, en parcourant les nouvelles, un article a attiré mon attention. Il y était question d'un tueur en série qui sévissait dans la région, s'attaquant à des victimes qui ne se doutaient de rien, et son visage était là, à me fixer. Il s'est avéré que elle était en fait un homme portant les vêtements et la perruque d'un autre autostoppeur qu'elle avait assassiné. La terreur m'a envahi lorsque j'ai réalisé que j'avais pris en stop un tueur, et que j'avais eu la chance de m'en sortir vivant. Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer ce qui aurait pu m'arriver si je n'avais pas suivi mon instinct et ne l'avais pas expulsé de la voiture. Depuis ce jour, je n'ai jamais eu le courage de prendre un autre autostoppeur et j'évite toujours de conduire seul la nuit. La peur de ce qui aurait pu arriver reste toujours en moi et me rappelle à quel point j'ai failli être victime d'un sinistre complot. L'été dernier, j'ai fait un voyage en voiture avec un groupe d'amis à travers les routes du nord-ouest du Pacifique. Les paysages étaient magnifiques, mais ce qui avait commencé comme une aventure amusante s'est transformé en un film d'horreur lorsque nous avons pris un autostoppeur tard dans la nuit. Il était plus de minuit lorsque nous l'avons croisé, debout sur le bord de la route, le pouce tendu. Contre toute attente, nous nous sommes arrêtés et lui avons demandé où il allait. Il allait dans la même direction que nous, ce qui semblait trop beau pour être vrai. À première vue, il n'avait rien de remarquable, juste un homme débraillé avec un sac à dos et un sourire qui semblait un peu trop enthousiaste. Mais au fur et à mesure que nous avancions sur la route sombre et déserte, les choses ont commencé à se gâter.
Au début, l'étranger est resté assis en silence, semblant se contenter de regarder le paysage défiler par la fenêtre. Puis il a commencé à nous poser des questions étranges. Il voulait savoir d'où nous venions, ce que nous faisions dans la vie et pourquoi nous étions sur cette route. Il n'a pas fallu longtemps pour que notre conversation devienne de plus en plus inconfortable et dérangeante. Ces questions ont pris un ton plus sombre, s'immisçant dans nos vies personnelles avec une intensité bizarre qui nous a tous mis mal à l'aise. Les choses ont empiré lorsqu'il a commencé à nous donner des indications qui nous éloignaient de plus en plus de l'endroit où nous voulions aller. C'était comme s'il nous éloignait intentionnellement de la civilisation et nous enfonçait dans la nature. À chaque kilomètre qui passait, les poils de notre nuque se hérissaient et nous échangions des regards nerveux. Chaque fois que l'un d'entre nous essayait de prendre la parole et de le défier, il se contentait de rire et de dire des choses énigmatiques qui n'avaient aucun sens. Au fil du temps, notre autostoppeur est devenu de plus en plus erratique, sautant d'un sujet à l'autre de manière maniaque. Nous n'avions aucune idée de la façon dont nous devions nous y prendre avec lui, il était manifestement mentalement instable et pouvait devenir viol à tout moment. Nous étions tous à bout de nerfs, et le fait que nous nous trouvions au milieu de nulle part, sans réseau téléphonique ni moyen d'appeler à l'aide, n'arrangeait rien. Alors que nous roulions sur la longue et sinueuse route solitaire, notre autostoppeur a soudain émis un rire bruyant et rauque qui nous a fait froid dans le dos. Le rire était fort, étrange et contagieux. Nous étions tous assis en silence, anxieux et regardant la route se tordre devant nous, dans l'espoir d'atteindre bientôt la civilisation. À ce moment-là, nous n'avions aucune idée de ce qui nous attendait. Le rire de l'autostoppeur s'éleva, résonnant dans le ciel bas et nuageux. Soudain, il s'est jeté en avant, attrapant le volant et nous poussant hors de la route. Notre voiture est partie en vrille et a fait plusieurs tonneaux avant de s'arrêter brusquement, écrasée et tordue au milieu du terre-plein herbeux. Je suis resté là, figé de terreur, écoutant le bruit de mon propre sang dans mes oreilles et sentant la piqûre des coupures et des ecchymoses qui m'étaient tombés dessus. Lorsque j'ai finalement levé les yeux pour voir ce qui s'était passé, j'ai été frappé par un bref moment de confusion et d'incrédulité. Il n'y avait pas d'autres voitures sur la route, pas de signe de l'autostoppeur ou d'une quelconque aide. Ce n'est qu'au moment où j'ai pris conscience de cette étrange réalité que j'ai entendu des coups frappés au hasard à la fenêtre de ma voiture, et que je me suis recroquevillé dans les profondeurs de mon siège, effrayé par le spectacle qui s'annonçait. En regardant à travers la vitre brisée de la voiture, j'ai vu la silhouette de l'autostoppeur se rapprocher lentement. J'ai essayé en vain de bouger, d'appeler à l'aide, mais en vain. J'étais paralysé par la peur. L'autostoppeur s'est approché de moi et a appuyé son visage contre la fenêtre brisée, sa langue léchant la vitre avec avidité tandis que nous nous regardions l'un l'autre. Puis, avec un cri rauque et haletant comme je n'en avais jamais entendu auparavant, l'autostoppeur a ouvert la portière et m'a sorti de l'épave. Puis je l'ai vu courir jusqu'à le voir disparaître dans l'horizon. J'ai été emmené à l'hôpital et j'ai eu des graves lésions internes. Je suis juste content que la voiture n'ait pas explosé ou quelque chose dans le genre. Depuis, je ne fais plus confiance à des gens que je ne connais pas bien. Lorsque nous avons grandi en Islande, l'autostop était très courant, et même lorsque nous étions petites filles, nous le faisions tout le temps. Parfois, c'était le meilleur, voire le seul moyen de se rendre d'un endroit à l'autre. C'est pourquoi, lorsque nous avons déménagé aux États-Unis, nous pensions que l'autostop était aussi courant et sûr qu'en Islande. Apparemment, ce n'est pas le cas. Peu de temps après avoir déménagé dans le Maine, nous avons dû effectuer un voyage d'affaires en Floride. Comme nous n'étions jamais allés dans cette partie du pays, nous avons décidé de prendre notre temps et de conduire. Et de voir ce qui se cachait entre le Maine et la Floride. Nous nous sommes bien amusés et, après quelques jours, nous sommes arrivés à Orlando. Nous avons trouvé notre hôtel, puis nous avons pris la voiture pour explorer la région. Alors que nous roulions au hasard, nous sommes arrivés à un carrefour où un individu à l'aspect plutôt galeux collectait de l'argent auprès des personnes arrêtées au feu. Lorsqu'il nous a vus, il s'est précipité vers notre voiture et nous a demandé si nous pouvions l'emmener. Comme nous avions l'habitude de prendre des autostoppeurs et de raccompagner des inconnus en Islande, nous lui avons dit de monter. Lorsque nous lui avons demandé où il allait, il nous a répondu « Où que vous alliez ». Nous n'étions pas à l'aise avec cette réponse et nous n'allions certainement pas le ramener à l'hôtel avec nous. Nous lui avons redemandé où il voulait aller,
et il nous a fait un sourire effrayant en disant que ça n'avait pas d'importance tant que c'était avec nous. La raison exacte pour laquelle ce type malodorant, sourcils froncés et négligé pensait que nous voulions avoir le plaisir de sa compagnie est en effet un mystère. Il n'a cessé d'agiter le gobelet contenant les pièces de monnaie qu'il soutirait aux automobilistes, et peut-être pensait-il nous impressionner avec sa manne financière. Lorsque nous lui avons dit sans équivoque que nous ne l'emmènerions certainement pas là où nous allions, il nous a répondu que, peut-être qu'on pourrait l'emmener dans un endroit tranquille où nous pourrions tous être seuls. Ma sœur et moi nous sommes mis à rire aux éclats et, après avoir retrouvé notre calme, je lui ai dit qu'il avait 3 possibilités. La première était de sortir de la voiture tout de suite. La deuxième était de l'emmener directement au poste de police que je venais d'indiquer sur le GPS, et qui n'était qu'à quelques kilomètres de là. Et la troisième, la préférée de ma sœur, était que nous pouvions le tuer et enterrer son corps là où personne ne pourrait jamais le trouver. Le mec a semblé réfléchir aux 3 options et a sagement choisi la première, mais en précisant que nous devions le ramener à l'endroit où nous l'avions ramassé. Ma sœur et moi avons immédiatement dit non et lui avons dit qu'il était temps de partir. Ma sœur lui a même dit qu'elle avait un cadeau spécial à lui offrir s'il ne sortait pas de notre véhicule tout de suite. Le malheureux est effectivement sorti de la voiture et nous l'avons salué en partant, même si le geste de ma sœur semblait mettre un peu l'accent sur son majeur. Après nous être acclimatés aux États-Unis et avoir discuté avec des autochtones du sujet de l'autostop, nous avons réalisé que ce n'était pas comme en Islande, que cela comportait des risques inhérents et qu'il valait probablement mieux l'éviter. Je roulais sur un tronçon d'autoroute non éclairé, où la route sombre et sinueuse s'étendait devant moi comme un ruban noir sans fin. J'étais en plein voyage pour rendre visite à un ami qui habitait à environ 6 heures de route, et je roulais depuis des heures sans voir une seule âme sur la route. C'était un sentiment étrange, comme si j'étais la seule personne restée sur la planète. J'ai réglé la station de radio, essayant de trouver quelque chose pour me tenir compagnie pendant ce trajet tranquille. Alors que je faisais défiler les stations à la recherche d'un signe de vie, j'ai aperçu une silhouette du coin de l'œil. C'était un homme qui se tenait sur le bord de la route, tendant la main et cherchant à se faire conduire. En temps normal, je n'y aurais même pas réfléchi. Mais quelque chose chez ce type m'a donné la chair de poule. Peut-être était-ce le fait qu'il se tenait au milieu de nulle part en pleine nuit, ou peut-être était-ce la façon dont il me fixait avec une intensité implacable. Quoi qu'il en soit, je savais que je ne voulais pas ralentir. Mais en passant à côté de lui, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a fait hésiter. Ils étaient sombres et vides, comme s'il était complètement dépourvu d'humanité. Il y avait chez lui une froideur qui semblait s'infiltrer dans mes os. J'ai failli passer à côté de lui, mais quelque chose en moi m'a poussé à freiner et à m'arrêter sur le bas-côté. Rétrospectivement, c'est probablement l'une des décisions les plus stupides que j'ai jamais prises. Dès que l'autostoppeur est monté dans la voiture, j'ai remarqué que son odeur désagréable emplissait l'air. Il a immédiatement commencé à parler, mais sa voix était grave et inquiétante, presque comme s'il me grognait dessus. Je lui ai demandé où il allait, mais il n'a pas pu me donner une réponse claire. La tension a commencé à monter en moi, et j'ai envisagé de lui dire que j'avais changé d'avis sur le fait de l'emmener. Mais je ne voulais pas paraître impoli ou porter un jugement, et j'ai donc décidé de continuer à conduire. Nous nous sommes enfoncés de plus en plus dans l'obscurité, chaque kilomètre qui passait nous éloignait de la civilisation. Il n'y avait pas de lampadaire, pas d'autres voitures, aucun signe de vie humaine. Nous avions l'impression d'être les 2 seules âmes au monde et le silence à l'intérieur de la voiture devenait torturant. Le seul bruit était la respiration de l'homme qui devenait plus lourde à chaque kilomètre qui passait. J'ai dû m'endormir brièvement car lorsque j'ai rouvert les yeux, quelque chose avait changé dans l'atmosphère à l'intérieur de la voiture. J'ai remarqué que l'autostoppeur n'était plus assis sur le siège passager, et avant même que le son de ma respiration haletante n'ait atteint ma gorge, j'ai senti une main froide et agressive sur ma gorge, en train de m'étouffer. En me débattant violemment et en poussant un cri, j'ai réussi à tirer les verrous d'une des portières et à l'ouvrir d'un coup de pied. Je me suis précipité hors de la voiture et j'ai sprinté sur le bord de la route, le souffle court et lourd. Le bruit du gravier écrasé derrière moi m'indiquait que l'autostoppeur était à ma poursuite. Alors que je pensais que tout était fini, l'autostoppeur a poussé un cri de colère. J'ai jeté un coup d'œil en arrière pour voir qu'il était maintenant entouré d'un groupe de personnes, 5 ou 6 d'entre elles, tout au bord de la folie.
Ils ne ressemblaient en rien à des humains. On aurait dit qu'ils essayaient de m'atteindre avec de la colère dans les yeux. Je pouvais voir que leur caractéristique commune était qu'ils avaient tous la même froideur dans leurs expressions que j'avais remarqué dans les yeux de l'autostoppeur. J'étais entré dans leur monde et j'allais devenir leur prochaine victime. Sous l'effet de l'adrénaline, j'ai sprinté sur la route. Mes jambes me faisaient mal et la douleur dans ma poitrine était pratiquement insupportable. Jusqu'à ce que, miraculeusement, j'aperçoive la silhouette d'un véhicule en approche avec un symbole familier, la police. Alors que le véhicule se rapprochait de moi, j'ai crié à l'aide assez fort pour que le conducteur m'entende. La police s'est arrêtée juste à côté de moi et les créatures ont collectivement reculé dans l'obscurité. La véritable terreur de cette nuit était passée et je me suis rendu compte de la chance que j'avais eue de m'en sortir vivant. L'expérience la plus effrayante de l'autostop est d'attendre pendant des heures que personne ne s'arrête pour vous prendre en charge. À un moment donné, vous commencez à désespérer. Mais à la fin, il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Néanmoins, à 2 reprises au cours de mon expérience de l'autostop, j'ai eu de réels doutes sur le fait de monter ou non dans cette voiture. La première fois, c'était en Italie, en 2008. Je me tenais debout, le bras tendu, quelque part aux alentours de Rapallo, lorsqu'un minivan blanc s'est arrêté. 2 visages absolument sauvages sont sortis de la camionnette. De longues barbes, des masses de cheveux noirs ébouriffés, des yeux fous. De la poudre blanche s'est écoulée de la camionnette. J'ai eu peur. Et soudain, un 3e visage est apparu. C'était un chien. Il avait l'air très amical et gentil. J'ai oublié mes doutes et j'ai pris la route. Les 2 hommes étaient des sculpteurs et la poudre blanche provenait du marbre de Carrare avec lequel ils travaillaient. Ils étaient extrêmement gentils et serviables, et des interlocuteurs très intéressants en plus. Ils m'ont emmené à Viareggio où je suis resté bloqué pendant plus de 7 heures. La 2e fois, c'était il y a moins de 2 semaines. Je faisais du stop de Grenoble à Aix-en-Provence en France. C'était long et difficile. Je suis resté bloqué dans une station-service près d'Orange où j'ai essayé de trouver un conducteur pendant 3 heures. Finalement, un groupe de personnes à l'allure étrange, dirigé par un unijambiste, m'a dit qu'il pourrait m'emmener plus loin sur la route de Nice. Il était le seul à pouvoir parler un peu d'anglais. Ils m'ont dit qu'il venait de Bulgarie, mais comme il parlait une langue non slave, j'ai supposé qu'il s'agissait de Roms bulgares. Ce n'était qu'une voiture sur 3 ou 4 qui voyageaient ensemble. J'ai peut-être plus de préjugés que je ne le pense, mais ils m'ont semblé être des criminels. Si je n'avais pas été absolument désespéré, je n'aurais probablement pas monté dans la voiture avec eux. Mais un couple âgé de 93 et 94 ans m'attendait à Aix et je devais donc saisir cette dernière chance d'arriver avant minuit. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai continué à douter pendant toute la route. Ils plaisantaient dans leur langue, et ces plaisanteries, probablement innocentes, me semblaient sinistres. Cependant, ils allaient dans la bonne direction. En approchant de la dernière station-service avant Aix-en-Provence, j'ai rappelé au chef que c'était là que je voulais descendre. Il m'a répondu calmement, « Je m'en souviens ». Lorsque la voiture est entrée dans la station-service, j'ai ressenti une incroyable gratitude et une grande honte d'avoir douté d'eux, d'avoir une fois de plus jugé les gens sur leur apparence. J'ai dit, « Merci, je suis très reconnaissant. Vous êtes très gentil avec moi ». Ce à quoi le chef a répondu d'une voix très mafieuse, « Ce n'est qu'aujourd'hui. Demain, je ne serai pas gentil. » Je ne faisais pas exprès de faire de l'autostop, mais lorsque ma voiture est tombée en panne sur le bord de la voie rapide en plein hiver, au milieu de nulle part, dans une ville de col rouge, et que la seule personne capable de s'arrêter et de m'aider arrive dans une camionnette et me dit de monter, que puis-je faire d'autre? C'était bien avant que tous les jeunes aient des téléphones portables, j'avais environ 18-19e ans. Je monte donc. Le type est le portrait craché de ce que l'on voit dans les films où l'on se moque des pecnos. Littéralement, il crachait son tabac à mâcher dans une canette de bière vide, et entre 2 crachats, il buvait dans une 2e canette de bière à moitié pleine. Le type dit, « Je vais vous emmener à une station-service. » Nous nous mettons en route et, bien que j'ai vu des panneaux indiquant une station-service à une sortie, il continue à conduire. Je crois que c'était une station-service.
Je dois d'abord m'arrêter chez un ami, dit-il. Nous roulons encore un peu et il s'arrête devant une maison qui ressemble à une caravane, mais qui n'en est pas une. Il y a une voiture rouillée et un vieux pick-up dans l'allée. Le type gare le camion et dit « Attendez ici ». Il entre dans la maison et ça prend une éternité. Je sais que j'aurais dû sortir du camion et m'enfuir sur le champ, mais je n'avais aucune idée d'où j'étais, je n'étais pas habillé pour le froid et, de plus, il n'avait jamais rien dit ou fait, à part la bière au volant, qui m'aurait fait penser qu'il avait des intentions douteuses. Lorsque le gars est sorti avec son ami, qui est également un pecno stéréotypé, il s'est assis sur le siège conducteur et l'autre gars s'est installé du côté passager. « Va là-bas mon pote. » Il dit avec son accent de pecno et se resserre une bière. Il m'en a poliment offert une, d'ailleurs. Je suis maintenant pris au piège, mais seulement à moitié. Je me sens aussi étrangement calme parce qu'ils n'ont donné aucune indication sur leurs mauvaises intentions et que les seules actions qu'ils ont faites jusqu'à présent ont été d'offrir leur aide. Ils retournent sur l'autoroute et disent « Nous allons vous conduire à votre voiture et voir si nous ne pouvons pas la réparer. » Encore une fois, je n'ai aucune idée de l'endroit où nous nous trouvons, et je ne suis même pas sûr que nous soyons en train de retourner vers la voiture ou non. Mais c'est le cas. Ils se garent à côté de moi et me demandent d'ouvrir le capot. Je le fais et ils se mettent à tripoter sous le capot. Ils me demandent d'essayer de redémarrer. J'essaie, mais sans succès. C'est alors que nous apercevons une voiture de police, phares allumés, qui descend la route dans notre direction. Il s'arrête à une trentaine de mètres, sort de la voiture et se dirige vers nous. Il nous dit « Oh, merde !» Et mec, va lui parler. Retenez-le, dit le pecno en essayant, avec son pote, de vider leurs canettes de bière et de les cacher dans le bloc moteur. Je m'approche de l'officier, il me demande ce qui se passe, je lui explique seulement que ma voiture est en panne et que ces types essaient de m'aider. Il appelle une camionnette qui arrive environ 5 minutes plus tard. Je monte dans le camion, l'officier monte dans sa voiture de patrouille, les deux hommes montent dans leur propre camion et nous partons chacun de notre côté. Il a emmené ma voiture au garage et l'a réparée en 2 heures environ. Cette expérience a été effrayante, peut-être encore plus en y repensant qu'à l'époque, mais elle m'a aussi fait réfléchir à mes préjugés. Les gars ne m'ont jamais rien fait de mal et étaient tout à fait amicaux. La seule raison pour laquelle j'ai eu peur, c'est que j'ai vu trop de films sur ce type de personnes. Depuis, j'ai souvent fait de l'autostop, mais au Japon, qui est un pays statistiquement plus sûr, et la seule expérience effrayante a été celle d'un chauffeur de camion qui a roulé pendant 3 heures sans me dire un mot, en regardant la route. Lui non plus n'a rien fait de mal, il était juste un peu flippant. Un jour, je faisais de l'autostop en Pennsylvanie. Ce jour-là, il pleuvait beaucoup et je portais un short et des manches courtes, il ne pleuvait pas la veille. Une voiture s'est arrêtée. Une conductrice, 3 autres passagères. Elle me demande où je vais. Ma destination était l'Ohio, mais je leur ai dit que la frontière de l'État serait acceptable, car j'ai remarqué un traceur émis par le gouvernement sur l'une de leurs chevilles, aka, elles sont peut-être en liberté conditionnelle. La conductrice dit qu'elle doit faire le plein d'essence. Nous nous garons dans une station-service. La conductrice sort et commence à faire le plein. Puis elle ouvre le coffre. J'ai entendu une conversation entre elle et un homme. Ensuite, j'ai entendu des coups de feu. Les autres filles dans la voiture sont restées assises comme si tout était normal. Le coffre s'est refermé. La fille est retournée à la pompe et l'a raccroché. Elle est montée dans la voiture et nous avons continué à rouler. Pendant ce temps, j'ai regardé en arrière et j'ai vu un homme au sol qui saignait. Nous nous sommes de nouveau arrêtés, cette fois la conductrice a dit qu'elle avait des affaires à régler. Nous étions sur le bord de la route, près d'une zone boisée. Toutes les autres filles sont descendues aussi. Le coffre s'est à nouveau ouvert. J'ai vu une pelle en sortir, ainsi qu'un sac noir. Quelque chose bougeait dans le sac. Ensuite, elles ont disparu dans les bois. 2 heures plus tard, elles sont revenues. Et nous avons repris notre chemin. Nous avons alors emprunté un chemin de terre pour entrer dans les bois. La conductrice a garé la voiture. Elle s'est retournée et m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit « Tu es la prochaine ».
Je suis sorti de la voiture et je me suis enfui. Je me suis retrouvé près de la frontière de l'État. Je me suis fait raccompagner, cette fois-ci par un chauffeur de taxi. Je suis arrivé à destination. À partir de ce moment-là, j'ai toujours fait appel à un taxi. Ayant grandi dans une ville de campagne isolée, je me suis toujours senti en sécurité dans la forêt. Lorsque j'ai déménagé en ville, j'ai découvert une belle zone sauvage au bord d'une rivière où je pouvais évacuer mon stress. Le sentier sinueux était juste assez grand pour une personne et assez long pour 1 heure de marche. L'une des meilleures choses, c'est qu'elle était plutôt inconnue, si bien que la plupart des week-ends, j'avais la nature sauvage pour moi toute seule. En Australie, la forêt est très sûre. Il n'y a pas d'ours ni de loups et les dingos sont faciles à gérer pour un adulte. C'est le paradis. Un jour ensoleillé, je me suis promené joyeusement, m'arrêtant de temps en temps pour écouter un wombat s'enfuir dans le sous-bois dense. Mais c'est lorsque j'ai atteint le point le plus éloigné du parking que j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Ces bruits de fuite? Ils se sont arrêtés quand je me suis arrêté. Encore et encore. Et ils devenaient de plus en plus forts. J'ai d'abord espéré que je me faisais des idées, puis j'ai dû me rendre à l'évidence, quelqu'un se faufilait derrière moi, se cachait dans les sous-bois. Le cœur battant, j'ai fait semblant de ne pas avoir peur. Je me suis baissé avec désinvolture pour faire semblant de nouer mon lacet, afin de pouvoir regarder derrière moi. Au début, je ne voyais rien d'autre qu'un buisson dense, puis mes yeux se sont posés sur le sol. 2 grandes bottes d'hommes se tenaient à moitié cachées derrière un arbuste. Sous le choc, j'espérais qu'elles étaient vides, mais en regardant plus attentivement, j'ai vu des jambes à l'intérieur des bottes. De grosses jambes musclées. Un grand homme était là, me regardant, se faufilant derrière moi pendant que je marchais. Je suis une petite femme, il était donc hors de question que je me batte. Je me suis rapidement levé et j'ai continué à marcher, mes muscles se rigidifiant sous l'effet de la panique, tandis que j'essayais de trouver un moyen de m'échapper. Si je courais, je me retrouverais rapidement dans une impasse, et l'homme se tenait entre moi et mon chemin vers la sécurité. Au fur et à mesure que ma terreur grandissait, elle se transformait en une masse d'adrénaline furieuse. Je me suis juré de me battre après tout, de lui faire du mal même si c'était sans espoir. Je me suis penché et j'ai ramassé une grosse branche, j'en ai arraché les feuilles et je l'ai tenue comme une batte de baseball, puis je me suis retourné rapidement vers l'homme. Je ne le voyais plus, mais j'entendais le craquement d'un corps très lourd qui courait dans le buisson. Je crois que j'avais les yeux fermés et que je tenais fermement ma branche pathétique, attendant l'assaut. Puis je me suis rendu compte qu'il me fuyait. Moi, minuscule. Je ne sais pas ce que c'est que de gagner au loto, mais j'avais l'impression d'avoir gagné quelque chose d'énorme. J'étais tellement ravie et stupéfaite. Mais j'ai tenu fermement ma branche et j'ai regagné rapidement le parking sur des jambes tremblantes. Malheureusement, je n'ai plus fait de promenade en solitaire après cela. Mais je me sens toujours très chanceuse. Je vivais dans le nord-ouest du Pacifique et mon petit ami et moi sommes allés faire une randonnée d'une journée. Nous avons suivi un vieux chemin forestier qui montait la montagne et, après un certain temps, nous sommes sortis de la forêt et la route s'est arrêtée. C'était un paysage ouvert avec une vue imprenable. Le sentier montait en zigzag jusqu'à une crête montagneuse lointaine, qui promettait de superbes vues sur la vallée. Nous avions l'habitude de faire des randonnées et d'être seuls, aussi rien ne nous a semblé effrayant au début. Nous avons garé la voiture dans la clairière vide au bout de la route, pas d'autres voitures ni de personnes aux alentours, et nous sommes partis. Nous avons commencé la randonnée plus tard que prévu, et nous doutions que nous atteindrions la crête la plus élevée ce jour-là. La randonnée a été visuellement gratifiante mais lente. L'ascension raide se faisait en lacets et le sentier était exposé au soleil et au vent. Après plusieurs heures de marche, nous avons vérifié l'heure et la position du soleil. Nous avons décidé de commencer à descendre le sentier. À un rythme confortable, nous pouvions atteindre l'aire de stationnement avant le coucher du soleil. Un peu plus tard, nous avons remarqué un mouvement sur le sentier ouvert en contrebas. C'était la silhouette d'un homme qui montait à pied. Au début, cela n'a pas semblé effrayant. J'ai fait remarquer qu'il commençait à marcher tard, car le soleil descendait dans le ciel.
L'homme marchait à un rythme rapide, il couvrait vraiment du terrain. Nous avons estimé que nous allions retrouver l'étranger dans moins d'une heure. Nous n'avions pas vu d'autres personnes de la journée, ce qui a peut-être créé un mélange de curiosité et d'appréhension. Bientôt, l'homme fut assez proche pour que l'on puisse voir qu'il était vêtu de vêtements sombres. Il ne s'est jamais arrêté pour faire une pause, il a continué à grimper rapidement. Pour une raison que j'ignore, je me suis senti nerveuse à l'idée de notre éventuel contact sur le sentier. Mon petit ami n'a rien dit, mais il a marché devant moi et est resté en tête. Finalement, l'étranger était devant nous. C'était un homme mince et pâle qui portait des vêtements de ville ordinaires, chemise et pantalon, sans équipement de randonnée, ni sac à dos, ni bouteille d'eau. Il nous a regardés fixement et n'a pas répondu lorsque nous lui avons demandé comment ça se passait. J'ai regardé le sol à cause des vibrations bizarres et voici ce qui m'a donné la chair de poule. Lorsque les pieds de l'homme sont passés, j'ai vu qu'il portait une paire de chaussures de ville en cuir noir. WTF. Il a continué à avancer sur le sentier, sous le soleil de la fin de l'après-midi. Nous avons descendu le sentier aussi vite que possible et sommes arrivés à la clairière où se trouvait notre voiture. Aucun autre véhicule ne s'y trouvait et il n'y avait pas d'arbre ou de buisson où une moto ou un vélo aurait pu être caché. Alors, comment l'homme est-il arrivé là? Nous avons roulé pendant au moins 30 minutes dans la montagne pour atteindre le point de départ du sentier. Il n'y avait pas de ville ni de terrain de camping dans cette région, c'était un pays de bûcherons. Notre vieille voiture a émis des bruits de cliquetis mais a démarré, et nous avons pris la route avec gratitude. Le soleil s'était déjà couché et la montagne était plongée dans l'ombre. Le chemin du retour a été parsemé de questions. Il y avait son choix de vêtements, totalement inadapté à la randonnée ou à une randonnée de fin de journée, pas de manteau, pas d'eau, etc. Oui, les chaussures de ville en cuir aussi. Ce type était soit très en forme, il était pourtant si pâle et si mince, soit, qui sait, sous l'emprise d'une drogue quelconque, pour faire une randonnée aussi rapide. Nous avions tous les deux une vingtaine d'années et étions en bonne forme, il a parcouru la même distance que nous en moitié moins de temps. Je me suis demandé si l'homme avait atteint le sommet de la crête cette nuit-là. Et si oui, que s'est-il passé ensuite? Pendant la guerre, la Bosnie était un paradis pour les autostoppeurs. Presque tout le monde arrêtait sa voiture pour vous et vous n'aviez jamais à attendre longtemps sur le bord de la route. L'inconvénient, cependant, c'est qu'une fois que vous êtes monté dans une voiture, vous n'êtes jamais sûr de savoir quand vous arriverez enfin à votre destination et à quel point vous serez ivre. Mon histoire d'horreur est arrivée quand je suis monté dans une voiture alors que le conducteur était clairement bourré. C'est une des pires erreurs de ma vie. C'était l'été, j'étais en vacances, et comme d'habitude, je faisais de l'autostop pour explorer les recoins les plus reculés du pays. J'avais toujours aimé cette méthode de voyage, car elle me permettait de rencontrer des gens et d'entendre leurs histoires. Ce jour-là, j'étais sur une route de campagne, loin de tout, sous un soleil de plomb. Après avoir attendu pendant ce qui m'a semblé des heures, une vieille voiture s'est arrêtée. Le conducteur, un homme dans la quarantaine avec un sourire chaleureux, m'a proposé de me conduire jusqu'à la ville la plus proche. Je suis monté sans hésiter, ravi d'avoir trouvé un trajet. Au début, tout se passait bien. Il était sympathique, racontait des anecdotes sur la région, et plaisantait beaucoup. Mais rapidement, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Son haleine sentait fortement l'alcool, et sa conduite devenait de plus en plus erratique. Je me suis dit que j'étais peut-être paranoïaque, que je voyais des choses qui n'existaient pas. Mais les choses ont empiré. Ses blagues sont devenues incohérentes, il riait sans raison et sa conduite devenait dangereusement imprévisible. Je commençais à vraiment m'inquiéter et j'ai tenté de lui parler, de le convaincre de s'arrêter pour que je puisse descendre. Il a simplement ri et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Puis, c'est arrivé. En prenant un virage à une vitesse beaucoup trop élevée, il a perdu le contrôle de la voiture. Tout s'est passé en une fraction de seconde. La voiture a dérapé, fait plusieurs tonneaux avant de s'écraser contre un arbre. L'impact a été terrible. J'ai senti une douleur intense avant de perdre connaissance. Quand j'ai repris conscience, j'étais dans un état de confusion totale. La voiture était un amas de métal tordu, et mon corps était piégé à l'intérieur. J'avais des coupures et des ecchymoses partout,
et une douleur lancinante à la jambe m'indiquait qu'elle était probablement cassée. Le conducteur ne bougeait plus, et je ne savais pas s'il était vivant ou mort. J'ai essayé de crier à l'aide, mais il n'y avait personne. La route était déserte, et la nuit commençait à tomber. Le silence autour de moi était oppressant, seulement brisé par le bruit occasionnel du métal qui craquait sous la tension. J'étais seul, blessé et terrifié. Heureusement, après ce qui m'a semblé une éternité, une voiture est passée. Les passagers m'ont vu et ont immédiatement appelé les secours. J'ai été transporté à l'hôpital où j'ai passé plusieurs semaines à me rétablir. Les médecins m'ont dit que j'avais eu beaucoup de chance de m'en sortir vivant. Depuis cet accident, je n'ai plus jamais fait de l'autostop. Cette expérience a laissé une marque indélébile sur moi, me rappelant constamment à quel point la vie peut être fragile et imprévisible. J'espère que mon histoire servira de mise en garde à ceux qui, comme moi autrefois, croient que rien de mal ne peut leur arriver. En janvier dernier, mes amis et moi avons visité l'Islande. Nous avons choisi le mois de janvier parce que nous voulions voir les aurores boréales, ce que nous n'avons pas pu faire, et que les frais d'avion et d'hôtel étaient très bas en raison de la basse saison pour les touristes, même si la nourriture et l'alcool sont toujours très chers. Nous sommes restés à Reykjavik et avons décidé de louer une voiture et de faire quelques excursions d'une journée pour voir la campagne à l'extérieur de la ville. C'était magnifique. Nous avons vu des chutes d'eau gelée, des geysers et des panoramas incroyables. Sur le chemin du retour, nous avons contourné une petite montagne et nous sommes tombés sur une tempête de neige. Nous étions sur une autoroute à 2 voies sans séparation et la visibilité était nulle. Nous pouvions à peine voir le bout du capot de la voiture. Mon ami qui conduisait a insisté pour que nous continuions, que ce n'était que sur le flanc de cette montagne parce que le vent soufflait sur le flanc, et que ce serait plus calme quand nous aurions franchi la montagne. Mais rien n'allait m'empêcher de garder les yeux fermés et de m'accrocher à mon autre ami pour la vie. Heureusement, il n'y avait pas d'autres véhicules. Mais s'il y avait eu un semi-remorque roulant à toute vitesse dans la direction opposée, conduit par un chauffeur local plus expérimenté, il n'y avait aucune chance qu'il nous ait vus. Et cela se serait terminé par une tragique collision frontale. Heureusement, mon ami avait raison, la vue était beaucoup plus claire de l'autre côté de la montagne. En fait, c'était comme s'il n'y avait jamais eu de tempête de neige. Inutile de dire qu'à notre retour à l'hôtel, nous avons vraiment apprécié ces bières à 15 $. La seule mauvaise expérience d'autostop que j'ai eue s'est déroulée dans les Alpes autrichiennes vers 1971. Je me rendais de Füssen à Innsbruck lorsqu'un type conduisant un peu étrange m'a pris en stop. Une fois en route, il m'a demandé ce que je pensais, en tant qu'Américain, d'Adolf Hitler. Lorsque j'ai répondu qu'il s'agissait d'un sociopathe génocidaire, il s'est immédiatement arrêté, annonçant que j'insultais l'homme qui avait créé à la fois la voiture dans laquelle nous roulions et la route que nous empruntions, et m'a demandé de descendre. J'étais plus qu'heureux de lui rendre service. En fait, j'ai adoré faire de l'autostop dans les années 60 et 70 et j'ai fait une fois le trajet du Luxembourg à Chester, en Angleterre, en passant par la Manche. J'ai découvert lors de ce voyage que le pays de Galles était peut-être le pire endroit du Royaume-Uni où l'on pouvait espérer se faire prendre en stop. En tant que personne grande et grégaire, la quasi-totalité de mes voyages en stop se sont révélés positifs, que ce soit dans le Midwest américain ou en Europe. J'ai fait de l'autostop pour rentrer de la plage en Floride quand j'avais environ 16 ans. C'était tard dans la nuit et une voiture avec 2 hommes m'a pris. Je suis monté sur le siège arrière et le passager m'a tout de suite dit qu'ils étaient gays. Je lui ai répondu que je ne l'étais pas et que ce qu'ils faisaient les regardait. Cela a semblé le contrarier lorsque j'ai dit que je n'étais pas gay. Ces hommes étaient également de grande taille. J'avais tellement sommeil que je n'arrêtais pas de m'assoupir. Le passager n'arrêtait pas d'essayer d'attraper la poignée de la porte à côté de moi. Il riait en le faisant. Je repoussais sa main quand il le faisait, mais je ne pouvais pas rester éveillé et je leur ai dit de me laisser sortir. Cela les a fait rire. Nous avons fait quelques kilomètres de plus et ils n'arrêtaient pas de se regarder en riant. J'avais peur. Finalement, nous sommes sortis de l'autoroute et nous sommes arrivés en bas de la rampe d'accès. J'ai couru jusqu'à une station-service de l'autre côté de la rue et j'y suis resté jusqu'à ce qu'il fasse jour.
Je fais de l'autostop à travers le pays, reliant les petites villes et les villages isolés. Ce jour-là, je me trouvais sur une route de campagne, seul et affamé. Mes pieds me faisaient mal à force de marcher, et chaque pas semblait plus pénible que le précédent. Alors que je commençais à perdre espoir de trouver un véhicule, une vieille voiture s'approcha lentement. Une femme âgée, au visage ridé mais souriant, baissa la vitre. « Besoin d'un lift, jeune homme ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Sans hésiter, j'acceptai son offre et montai dans la voiture. Nous roulions depuis quelques minutes lorsqu'elle me proposa quelque chose à manger. Mon estomac grognait à l'idée de nourriture, et je ne pouvais refuser. Elle me tendit un sandwich, que je dévorai avec avidité. Peu après, je commençais à me sentir lourd, mes paupières se fermant malgré moi. La dernière chose dont je me souviens avant de sombrer dans l'inconscience, c'est le regard de la vieille dame, un sourire énigmatique aux lèvres. Quand je me réveillai, j'étais nu, allongé sur un lit dans une vieille maison. Les murs étaient décorés de vieilles photographies et de bibelots poussiéreux. La femme était là, assise sur une chaise à côté du lit, son regard rempli d'une étrange affection. « Tu es réveillé, mon fils » dit-elle doucement. Mon cœur battait la chamade. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi suis-je ici? Demandai-je, la voix tremblante. Tu ne te sentais pas bien depuis quelques jours, chérie. Tu as besoin de repos. Reste ici avec moi un moment, répondit-elle, comme si tout cela était parfaitement normal. La panique m'envahit. Mon corps semblait engourdi, chaque mouvement un effort. Le soir venu, profitant de l'obscurité et du calme, je décidai de fuir. Lentement, pour ne pas attirer son attention, je me levai du lit et me dirigeai vers la porte. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle l'entende. Dehors, l'air frais de la nuit m'enveloppa, et je courus aussi vite que mes jambes engourdies me le permettaient. Chaque pas était une lutte contre la douleur et la peur. Je me frayai un chemin à travers les bois, jusqu'à ce que je trouve enfin la route principale. Une voiture passa, et je fis signe désespérément. Le conducteur, un homme d'âge moyen, s'arrêta et me demanda ce qui s'était passé. Entre deux souffles courts, je lui racontai brièvement mon histoire, omettant certains détails trop troublants à partager. Il accepta de me conduire en ville, et je ne pus m'empêcher de jeter un dernier coup d'œil en arrière, vers la route sombre et silencieuse que je venais de quitter. Je ne suis jamais retourné dans cette région, et chaque fois que je pense à cette nuit, un frisson me parcourt l'échine. La vieille dame, son sourire sinistre et cette maison terrifiante resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Ma dernière aventure m'avait conduit dans un pays d'Asie du Sud-Est, connu pour ses paysages magnifiques et ses routes sinueuses. J'avais loué un scooter pour explorer les environs, profitant de chaque virage et de chaque panorama. Tout allait bien jusqu'à ce que mon scooter tombe en panne au milieu d'une route déserte, loin de toute civilisation. Sans réseau pour appeler à l'aide et sans autre choix, je décidai de marcher. Le soleil déclinait à l'horizon, et l'idée de passer la nuit ici m'angoissait. Après une heure de marche, j'aperçus des silhouettes au loin. C'était un groupe d'hommes, leur corps couvert de tatouages. Ils semblaient sortir de nulle part, leur présence imposante et menaçante. Ils me regardaient fixement, leurs yeux remplis de suspicion. L'un d'eux s'avança, son expression hostile. Je sentais mon cœur battre la chamade. L'instinct de survie prit le dessus, et sans réfléchir, je me retournai et courus vers la forêt. Leurs cris résonnaient derrière moi, incompréhensibles mais terrifiants. Les branches fouettaient mon visage, les racines attrapaient mes pieds, mais je continuais à courir, poussé par la peur. Ma respiration devenait de plus en plus laborieuse, et les muscles de mes jambes brûlaient. Soudain, une douleur aiguë traversa ma cheville. Je regardai en bas pour voir un serpent, ses crochets plantés dans ma peau. La panique se transforma en terreur pure alors que je sentais le venin se propager. Mes forces m'abandonnaient rapidement, et le monde devint flou. La dernière chose que j'entendis avant de sombrer dans l'inconscience fut le bruit des pas approchant. Je me réveillai dans un lit d'hôpital, une lumière douce filtrant à travers les rideaux. Mes membres étaient lourds, mais la douleur avait disparu. Une infirmière entra, un sourire rassurant sur le visage. « Vous avez eu de la chance » dit-elle en anglais. « Vous avez été retrouvé par des habitants qui vous ont amené ici. Le venin de serpent a été traité à temps. »
Je ne comprenais pas tout ce qui s'était passé, mais une vague de soulagement m'envahit. J'étais en vie, sain et sauf. Les hommes tatoués, la poursuite, le serpent, tout cela semblait irréel, comme un cauchemar. Mais les marques sur ma cheville et la fatigue dans mon corps étaient bien réelles. Je n'oublierai jamais cette aventure. Elle m'a appris la fragilité de la vie et l'importance de rester vigilant. Je suis retourné explorer, mais avec une prudence renouvelée, remerciant chaque jour pour la chance qui m'avait permis de survivre. Colin Stan est connu pour avoir survécu à l'une des histoires de kidnapping les plus terrifiantes de l'histoire moderne. Son histoire commence en mai 1977, lorsqu'elle était une jeune femme de 20 ans, faisant de l'autostop en Californie pour rendre visite à un ami. Ce jour-là, elle accepta de monter dans la voiture de Cameron Hooker, un homme apparemment ordinaire, qui voyageait avec sa femme Janice et leur bébé. Ce qui semblait être un trajet innocent se transforma rapidement en cauchemar. Cameron Hooker, un sadique avec des fantasmes violents, menaça Colin avec un couteau et l'emmena dans sa maison à Red Bluff, en Californie, où il l'enferma dans un coffre en bois spécialement conçu. Pendant les 7 années suivantes, Colin endura des tortures physiques et psychologiques inimaginables. Hooker la gardait dans une boîte en bois sous le lit qu'il partageait avec sa femme, la sortant uniquement pour la torturer ou pour la forcer à effectuer des tâches ménagères. Il l'avait convaincu qu'il faisait partie d'une organisation toute puissante appelée The Company, qui surveillait ses moindres mouvements et qui tuerait sa famille si elle essayait de s'échapper. Colin fut forcé de signer un contrat de esclavage et devait appeler Cameron maître et Janice maîtresse. Elle subissait des tortures régulières et des viols, et devait passer des heures enfermée dans des positions inconfortables dans sa boîte. La terreur était telle qu'elle n'osait même pas tenter de s'échapper, craignant pour la vie de sa famille. En 1984, après cette année de captivité, Janice, la femme de Hooker, trouva le courage d'aider Colin à s'échapper. Elle l'emmena à un arrêt de bus et lui révéla la vérité. The Company n'existait pas. Janice, en proie à des remords, encouragea Colin à appeler sa famille et à rentrer chez elle. Colin retrouva sa liberté et, avec l'aide des autorités, Cameron Hooker fut arrêté. Lors de son procès, Janice témoigna contre son mari, en échange de l'immunité. Cameron Hooker fut condamné à 104 ans de prison pour enlèvement et torture. Le procès révéla les détails horrifiants de l'emprisonnement de Colin, laissant l'audience et le monde entier stupéfaits par l'horreur de ce qu'elle avait vécu. Après sa libération, Colin tenta de reconstruire sa vie. Elle a raconté son histoire à travers des interviews et des documentaires, espérant sensibiliser le public aux dangers des prédateurs et à l'importance de la résilience humaine. Son histoire est un témoignage de la cruauté humaine mais aussi de la force incroyable de l'esprit humain face à l'adversité. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.